Welcome to the First Nations Health Managers Association's weekly town hall with your host, Marion Crow, your resource for COVID-19 related news and information. Send us your questions to fnhma@ihtoday.ca. Over the next hour, you'll hear from health professionals and Indigenous community leaders. As always, we have reliable and credible information for you and your community. We want to hear from you. Bonjour, nous vous accueillons à la séance de discussion ouverte virtuelle de la GSPN. Je suis Marion Crow. Je suis la directrice générale de l'Association des gestionnaires de santé Premières Nations et nous sommes diffusés en direct depuis les bureaux de Nation Talk à Toronto. Il s'agit de la maison des Mississauga of the Credit, de Onassoni, des Wendat. Nous adorons être sur ce territoire. Ce que nous adorons encore plus, c'est vous qui nous accueillez dans vos nations, vos organisations ainsi que vos territoires partout sur la belle île de la Tortue. Je voulais également vous dire que je suis une fille de Pot-Pot de la Saskatchewan, mais j'ai le privilège de travailler et de jouer et de vivre sur le territoire algonquin à Ottawa. Certains de nos réguliers vont savoir que nous avons changé le format un petit peu. Nous sommes tellement ravis de pouvoir continuer à être diffusés en direct sur les stations de radio, mais aussi en direct, mercredi 13h. C'est aussi rediffusé un peu partout au pays. Et si vous voulez nous voir à la télévision, nous sommes tellement enthousiastes que APTN soit notre nouveau partenaire et nous diffusons sur APTN à 17h, heure de l'Est, mais vérifiez dans vos régions pour l'émission sur la canal APTN le samedi. Je suis tellement ravie de pouvoir accueillir un panel rempli de femmes aujourd'hui. Nous avons avec nous une invitée qui a déjà été avec nous, Leila Gillis, qui se joint à nous depuis Service autochtone Canada. Nous avons Dr. Chouch également qui est avec nous aujourd'hui, qui va venir parler de sa connaissance. Et je veux vous dire qu'elle a eu vraiment le plus belle jupe et c'est magnifique. J'aurais aimé que vous ayez pu pouvoir voir le bas de sa jupe. Et ensuite, nous aurons Merci Auger de l'équipe Orange et je suis ravie d'entendre les histoires de quoi ça a l'air dans certaines des communautés du Nord canadien. Donc, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, si vous avez une question pour une de nos invités ou si vous avez une idée pour un futur invité, donc, nous partageons l'université COVID, l'information COVID vers vous grâce à ce format. Donc, vous pouvez envoyer votre question à fnhma à commercial ihto2y.ca. Je sais que vous êtes sur votre ordinateur, vous envoyez le courriel depuis votre téléphone intelligent. Nous avons hâte de voir vos questions, ainsi nous pourrons avoir ce dialogue avec vous. Donc, allons-y, commençons. La merveilleuse Leila Gillis de SAC est maintenant avec nous pour nous donner des statistiques épidémiologiques ainsi que de l'information de la part de nos partenaires chez SAC. Joignez-vous à nous, Leila. Merci beaucoup, Marion. Et merci de m'avoir réinvité afin de partager les statistiques COVID avec vous tous. Je crois que la dernière fois où j'ai été parmi vous, c'était début mars. C'est toujours un grand plaisir de faire partie de IH Today et la GSPN et le travail important que vous faites de partager de l'information utile, fiable, inspirante. Je me joins à vous depuis ma maison à Ottawa, en Ontario, qui est située sur le beau territoire traditionnel et non cédé des Algonquins et des Anishinaabe. J'aimerais également reconnaître les protecteurs du territoire et toutes les personnes qui participent
à la séance de discussion verte aujourd'hui sont sur ce territoire et aussi une salutation aux gens des Maritimes, le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mi'kmaq, les Malécites, les Inuits et les Inuits. Et un bonjour spécial aux Premières Nations au Labrador, où j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ch- Chez SAC, je suis la directrice générale et infirmière en chef du Bureau des soins de santé primaire. Mon bureau est situé au Bureau national de SAC, où je travaille en collaboration avec le responsable de la santé publique, Dr. Tom Wong, et aussi Dr. Evan Adams, qui s'est joint à vous la semaine passée. Je peux vous dire que c'est un grand privilège de travailler avec des collègues si impliqués, si dédiés. Je débuterai aujourd'hui avec le partage des statistiques de COVID-19 mises à jour cette semaine, le 2 mai. Durant cette période de temps, le nombre de cas actifs rapportés dans les communautés Premières Nations au Canada, 746, ça inclut 196 nouveaux cas. Et c'est comparé à plus de 83 500 cas actifs au Canada, avec plus de 7 500 nouveaux cas. Heureusement, le taux de nouveaux cas rapportés de COVID dans les communautés Premières Nations continue de demeurer plus bas que ceux de la population canadienne générale. Et nous faisons un suivi de tout ça à tous les jours, très étroitement, et nous espérons que ça demeurera ainsi. Depuis le début de la pandémie, le nombre total de cas rapportés dans les communautés Premières Nations est plus de 27 400 cas. Et environ 23 400 sont maintenant rétablis. Ça se compare à près de 1,24 million de cas totaux au Canada et 1,135 million de ces cas sont maintenant rétablis. Également, nous travaillons partout au Canada pour faire le suivi des variants préoccupants au Canada, dans les communautés, mais aussi il y a près de 670 cas identifiés dans les communautés Premières Nations de cas de variants. Dans la dernière année, il y a eu un total de 1 213 hospitalisations. Il y a seulement une que c'est une nouvelle hospitalisation rapportée cette semaine d'un individu Première Nation qui vit dans une communauté. Ça se compare à plus de 65 000 hospitalisations au Canada. Et malheureusement, il y a eu un nouveau décès en lien avec la COVID cette semaine et un total 318 décès pour les communautés Premières Nations partout au pays depuis le début de la pandémie. Et le total de décès dans la population canadienne est maintenant à plus de 24 000. La COVID a un effet sur 139 communautés Premières Nations avec des cas actifs partout au Canada. Et au niveau cumulatif, 450 communautés Premières Nations ont été affectées par la COVID-19. Pour ce qui est du vaccin, plus de 99 des communautés Premières Nations ont accès à des cliniques de vaccination. Et plus de 254 000 individus Premières Nations qui vivent dans les communautés ont reçu leurs 2 doses de du vaccin COVID. Donc, avec l'augmentation de la vaccination dans les communautés dans les 4 derniers mois, les cas COVID dans les communautés ont baissé de 80. C'est très encourageant. Mais les communautés et les individus devraient demeurer vigilants et continuer à respecter les mesures de santé publique alors que nous continuons à pouvoir déployer les vaccins un peu partout dans les communautés. Je suis heureuse de partager qu'aujourd'hui, Santé Canada a offert de l'espoir aux parents qui sont inquiets par rapport à leurs enfants non vaccinés. Donc, Pfizer est maintenant autorisé pour les jeunes de 12 ans. Donc, après avoir révisé les essais cliniques, on a déterminé que Pfizer est vraiment sécuritaire pour les jeunes à partir de 12 ans. Donc, au début, c'était 16 ans, maintenant c'est 12 ans. Donc, c'est très encourageant. Pfizer est le premier produit à être autorisé pour l'utilisation dans cette catégorie de jeune âge. Présentement, les autres produits autorisés au Canada, AstraZeneca, Johnson Johnson et Moderna, peuvent seulement être utilisés pour les gens qui ont plus de 18 ans pour l'instant.
Avant que je vous quitte, pour cette portion de la séance de discussion verte, je veux reconnaître que c'est la semaine de la santé mentale et aussi de reconnaître durant cette période d'anxiété, d'isolement, c'est difficile pour plusieurs personnes dans ces réalités. L'Association de santé mentale canadienne nous rappelle de devoir nommer les choses, mais de ne pas vouloir vraiment les oublier. Que vous vous sentiez bien au défi ou que c'est difficile pour vous, ça fait partie de ce que c'est que d'être humain. Et s'il vous plaît, allez chercher de l'aide si vous ne vous sentez pas bien. J'ai aussi porté du rouge aujourd'hui afin de respecter et de reconnaître les femmes autochtones disparues, assassinées et les gens bispirituels. C'est la journée nationale de la reconnaissance au Canada qui s'appelle la journée aussi de la robe rouge. Et aussi, en tant que directrice générale, infirmière en chef de SAC, je dois vraiment aussi saluer la Semaine nationale des infirmières la semaine prochaine, le 10 au 16 mai. Oh boy, quelle année ce fut pour toutes les infirmières qui desservent les communautés Premières Nations partout au pays. Le thème de la semaine des infirmières et infirmiers cette semaine, c'est hashtag On répond à l'appel. We answer the call en anglais. Et encore une fois, plusieurs fois, les infirmières et infirmiers ont vraiment sont allés au-delà de leurs responsabilités, de se porter volontaires pour en faire encore plus pour les tests contre la COVID, le traçage des contacts, soutenir les familles qui sont isolées à la maison et de pouvoir soutenir le déploiement de la vaccination un peu partout au pays. Ce fut difficile pour les infirmières de pouvoir équilibrer leurs responsabilités à la maison tout en soutenant toutes les responsabilités supplémentaires que cette pandémie a mis sur leurs épaules. Ils ils ont un protocole de EPI à tous les jours, en plus de toutes les autres mesures de santé publique à respecter. Et dans plusieurs cas, l'auto-isolement de leur famille, de leurs amis pour pouvoir protéger leurs clients ainsi que leur communauté. Les infirmiers et infirmières ont utilisé leur connaissance et leur expertise pour pouvoir répondre et faire face à la situation de la COVID. On en a pris un peu plus dans la dernière année, mais aussi comment ça a un impact sur les individus et les communautés. J'espère que vous vous joindrez à moi à exprimer une grande gratitude envers tous les infirmiers et infirmières qui travaillent dans les communautés Premières Nations dans la dernière année et qui continuent à se présenter au travail, à démontrer leur engagement pour le bien-être et la santé. J'espère que les infirmiers et infirmières vont aussi réfléchir personnellement et penser à leur prendre soin d'eux-mêmes et d'elles-mêmes et aussi de mettre leur masque d'oxygène en premier avant d'aider quelqu'un d'autre. Ça a peut-être un peu l'air cliché, mais je crois que je conclurai en vous disant, si vous sauvez une vie, vous êtes un héros. Si vous sauvez 100 vies, vous êtes une infirmière ou un infirmier. Et peut-être que vous pourrez saluer une infirmière ou un infirmier que vous connaissez sur les médias sociaux, même ici aujourd'hui à la séance de discussion verte. Merci beaucoup de cette opportunité de pouvoir partager avec vous et je retourne vers Marianne. Liaila, merci beaucoup pour ces petits rappels. J'apprécie grandement ceci. Vous pouvez éteindre votre micro. Je vois que vous l'avez fait, mais n'allez pas trop loin. Vous savez que nous avons la boîte de réception courriel et nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Liaila, merci beaucoup pour ces rappels si importants. Donc, pourquoi nous portons du rouge aujourd'hui en l'honneur de tous ceux qui ont perdu un être cher, donc du plus profond de notre cœur. Et les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées et toutes les diversités de genre, nos pensées, nos prières sont avec vous. Donc, assurons-nous que nous prenons soin de notre santé mentale également, mais aussi un autre rappel important, c'était la semaine ou la journée, pardon, des médecins durant la fin de semaine. C'est une période parfaite pour reconnaître et honorer toutes les personnes qui sauvent des vies, pas seulement durant cette pandémie mondiale, mais partout, à tout moment. Et à nos directeurs de santé, gestionnaires santé qui nous regardent, j'espère que vous sentez l'amour et le soutien que nous vous envoyons puisque vous gardez vos nations en sécurité, vous les protégez de la COVID-19. Donc maintenant, d'une
d'infirmière vers, médecin accueillant pour la première fois et je suis ravie que vous ayez pu prendre le temps de partager votre sagesse et votre connaissance à la séance de discussion verte de la GSPN sur la COVID-19. Nous accueillons docteur Suzanne Chouch. J'ai je me suis presque trompée lorsque nous en avons parlé la première fois. Bienvenue, Dr. Chouch. Merci de m'accueillir, Marion. Je suis tellement heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis Dr. Chouch. Je suis ici à Toronto également. Je proviens de l'Alberta. Ma mère est co-célèbre de la Colombie-Britannique et mon père vient du Soudan. Je suis une médecin noire et autochtone. J'ai été impliquée avec les opérations dans les communautés éloignées depuis le début février jusqu'au mois de mars et je suis aussi impliquée dans le déploiement de la vaccination pour les gens Premières Nations métis ici dans les zones urbaines, ce qui est incroyable. Et je crois que ce qui est important, donc de réfléchir aujourd'hui, c'est la valeur de nos communautés et la journée aujourd'hui, c'est la journée de la robe rouge et la semaine de la santé mentale. Je crois que c'est un moment pour essayer de voir que faisons-nous pour garder nos communautés en sécurité, pour protéger notre résilience, notre culture, nos langues, les aînés, nos enfants. Donc, nous essayons de voir comment protéger les futures générations. Ce n'est pas la première pandémie que nous avons expérimentée en tant que peuple Première Nation Inuit et Métis. Ce n'est pas la dernière non plus. Je sais que, ce que nous vivons dans les pandémies, dans ce pays, donc c'est du travail significatif. Il y a des pandémies qui ont menacé l'existence de nos peuples dans ce pays et on a vu des pandémies récentes, la H1N1. 30 des gens ont été hospitalisés durant la première vague, et dont il y avait des Premières Nations inuit et métis. Il y a 30 des gens qui sont décédés durant cette première vague. La première personne qui est décédée au Canada, c'était un homme Première Nation. Donc, nous savons que les pandémies vont avoir un impact disproportionné sur nos communautés. Nous savons que c'est le résultat de siècles de politique et d'écarts dans les infrastructures, le financement. Il s'agit ici d'exclusion intentionnelle des systèmes de santé et aussi de l'influence politique. Donc, nous commençons vraiment à voir les résultats vraiment amplifiés de la marginalisation. Et je pense que c'est une des premières fois où j'ai pu observer vraiment une tentative d'un déploiement équitable de vaccins pour les Premières Nations, Inuits et Métis qui vivent dans les communautés Premières Nations. Je sais que les gens dans les communautés, c'est incroyable. Nous savons que dans les communautés, l'accès aux soins de santé est vraiment il y a vraiment un énorme écart vers l'accès aux soins de santé dans les communautés versus en ville. Par exemple, dans une ville, nous vivons une expérience présentement, vraiment, les gens qui doivent quitter, s'éloigner de leur maison, de leur communauté pour pouvoir avoir accès à des soins de santé, ont vraiment une pénurie d'infirmières, d'infirmiers, de médecins. Donc, c'est vraiment l'effondrement des systèmes de soins de santé et ça dure depuis trop longtemps. Nous savons qu'il y a des problématiques aussi, toutes les mêmes problématiques qui nous font tellement peur. Ils se passent partout au pays et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est tellement important que le vaccin soit priorisé. Il s'agit vraiment d'aspects logistiques, de sécurisation culturelle, d'implication communautaire. Il s'agit vraiment d'un modèle de réconciliation pour le futur. Donc, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Vous savez, nous continuons à faire face à une bataille continue à Toronto. Encore une fois, le premier déterminant social de la santé, c'est vraiment un privilège de pouvoir faire la distanciation sociale et aussi l'influence politique, le pouvoir politique, de ne pas être un travailleur essentiel. Donc, vague après vague, il y a environ 80 de nos gens qui ont été affectés par la COVID et aussi les gens
couleur, les gens autochtones, nous voyons le lien entre la race, le racisme, la pauvreté et la santé. Vraiment, nous le voyons parmi les peuples Premières Nations qui font face à des risques significatifs. Ils ont été priorisés, les communautés aussi, les gens Premières Nations Inuits et Métis. Depuis le tout début de la pandémie, c'est une priorité que la vaccination dans les communautés, mais il y a encore des écarts dans les centres urbains. Donc, il n'y a pas ce déploiement parallèle dans les villes comme dans les communautés, c'est abordé le plus rapidement possible au niveau local, mais nous voyons encore des plus hauts taux d'hospitalisation de COVID qui sont plus élevés, les taux de mortalité aussi à un plus jeune âge. Ce que nous voulons vraiment, c'est que tout le monde puisse être en sécurité le plus possible. Nous voulons que tout le monde puisse poser des questions, nous dire ce que vous pensez, comment est-ce que la COVID a un effet sur vous, et même pour les gens qui n'y croient pas, comment pensez-vous que nous pourrons vous faire sentir plus en sécurité? Donc mon objectif, c'est de pouvoir voir le plus grand nombre de gens qui continuent à vraiment s'épanouir, et c'est vraiment plus que la distanciation sociale. Vous savez, c'est très difficile pour nous, bien sûr, c'est difficile, ça fait une année et demie difficile, on va passer au travers, mais nous devons continuer à travailler ensemble pour, réussir, et merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Thank you so much, Merci Kim. It was beaucoup, so Suzanne. Ce empowering fut to hear you tellement, talk about prioritizing autonomisant de health pouvoir vous for entendre such a parler de la large vaccine priorisation pour la campaigns. première And fois it's dans des going to campagnes de tell you why vaccination, it et is de nous so expliquer imperative pourquoi that il est Indigenous tellement people are essentiel que les peuples prioritized autochtones soient and are having priorisés access to et the qu'ils puissent avoir vaccine. accès And aux vaccins. I don't know if you want to share Je that ne sais beautiful pas si vous ribbon voulez skirt that you partager have cette on ou en or fait, cette not, belle but jupe, I'd love que to vous show our portez, viewers cette belle what jupe, that à looks like. ruban. What J'adorerais does la a ribbon voir. skirt C'est look like? vraiment une So what jupe à ruban la plus belle que j'ai This vue. was actually made by C'est a woman in magnifique. Toronto named EJ Queen Evans, Donc, c'est quelqu'un à and it Toronto is qui l'a made in honor fait. of Ça a été the fait missing en Indigenous women l'honneur and girls des femmes et des killed. filles, You can see it. autochtones It's disparues being assassinées. Donc, je ne posted sais pas si around. vous la voyez. J'essaye de yeah. pouvoir, vous la I montrer de love tous les this. Let me try côtés. and Je zoom in a little bit. l'adore. Donc, je vais reculer un petit peu pour que vous la voyiez bien en l'honneur de nos communautés, de nos femmes et de And nos our girls, filles. actually spirit, all of our Nos people in our community femmes et nos spirit is really filles sacred. bispirituelles We dans les really hold them true, so communautés. we really are Nous working devons towards that. vraiment les protéger. So C'est we can là-dessus que nous see a travaillons. beautiful gift today, Il and I'm so s'agit vraiment d'un pleased très once we beau have it. cadeau. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse The et ladies at work here today told contente. me that my auntie Les femmes transformation avec is qui je complete. travaille m'ont dit: «Ah, ta transformation vers une tante est complétée, c'est Oh, it terminé». is just stunning, and Ah, I c'est absolutely magnifique, love it. So et thank j'adore you ça. Donc for showing merci everybody de some l'avoir montré à of tout le what's monde. C'est la represented in beauté that de ce ribbon qui est skirt. représenté Thank dans you. cette jupe à ruban. Mm. Merci Now, beaucoup. doesn't that feel good, everyone, to Donc, see on everybody? se sent I mean, tellement bien de we're voir tout all le monde. Je struggling sais que to nous vivons maintain tous des balance. difficultés afin de We're maintenir un certain coexisting équilibre. in Nous multiple family homes in coexistons some dans cases. plusieurs We're maisons unable to familiales. social Dans distance. certains cas, But nous ne pouvons here's a pas little pratiquer la hope. distanciation I'm sociale, mais seeing voici un the peu d'espoir, surge et and j'adore the voir la the résurgence resurge of people coming back de to our gens qui traditions and reviennent vers nos preparing traditions so that et when we qui se can gather préparent. safely Ainsi, nous again, pourrons, we're going lorsque to nous pourrons nous be rassembler à decked nouveau en out in the sécurité, nous beautiful beaded serons bien earrings, habillés avec santa nos for the powwow belles boucles season, d'oreilles, notre and régalia pour all la of those saison des ribbon powwows, skirts et that de we toutes just ces belles jupes à love to ruban que nous wear to lift up adorons our women and porter girls. pour So that vraiment was a encourager nos femmes et wonderful nos filles. reminder C'est of un très beau striving for rappel de resiliency pouvoir always pratiquer la on résilience. Nous nous forever. That épanouissons is it depuis in a skirt. toujours. Et nous le Now, voyons dans I cette do want to jupe. remind folks, Et if je veux you have a rappeler aux question gens, for si vous any avez of une our guests, question feel pour free une de to nos put them on invités, today vous pouvez and nous come back to écrire. our Si nous ne inbox pouvons pas y all the répondre time. aujourd'hui, So that email revenons à la boîte de address réception is courriel constamment. Donc, l'adresse courriel fnhma est at fnhma à commercial So I look ihto2y.ca. forward to getting those Donc, j'ai très questions hâte de pouvoir obtenir answered. vos And questions, y if they're not this répondre. time, next Et time. si ce n'est pas possible cette fois-ci, ça sera Okay, la so prochaine fois. now for D'accord. our Maintenant, third pour woman, notre woman on troisième this femme, panel. Of
sur ce panel. Bien sûr, je ne pourrai pas parler aujourd'hui parce que je suis vraiment frappée par la connaissance que ces femmes amènent à notre émission. Mais nous avons Marcy Auger avec l'équipe Orange qui nous parlera de ces opérations de la campagne de vaccination au nord du pays. Donc, Marcy, est-ce que vous êtes prête à vous joindre à nous? Joignez-vous à nous dans le nid du corbeau pour se joindre à tous les gens qui nous regardent et nous écoutent à la séance de discussion verte de la GSPN. Marcy, c'est à vous. Bonjour, Marianne. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Mon nom est Marcy Auger. Je proviens du territoire non cédé des Algonquins et Anishinaabe, chez moi à Ottawa. Donc, pour vous parler un peu de moi, j'ai été un personnel paramédical pendant 20 ans, les 20 dernières années, et dans les 16 dernières années, c'était dans la région d'Ottawa. J'ai été impliquée dans la gestion d'urgence, équipe multidisciplinaire depuis les dernières 10 ans. Ça a été vraiment ce sur quoi je me concentrais. Donc, je suis la chef de la section planification, opération immunité, et je peux vous dire que ça a été un privilège monumental et vraiment quelque chose de très positif pour moi de faire partie de ce déploiement. Je vous dirai un peu plus de Opération Immunité et comment est-ce que ça a été développé. Donc, nous voulions vacciner les groupes prioritaires dans les communautés du Nord et pour pouvoir le faire dans 31 communautés éloignées du Nord, des communautés où on peut se rendre seulement en avion. Et Dr. Shush a été impliqué. Nous étions ravis de l'avoir avec euh, les infrastructures limitées, accès aux soins de santé limités. Donc, si on doit le faire durant une période délimitée, nous avions du début février à la fin avril. Nous livrons le vaccin Moderna. Ça a amené certains défis. Je pourrais certainement vous en parler. Il y avait beaucoup de conversations qui ont eu lieu avec mon équipe aussi. Mais notre travail, c'est vraiment de pouvoir regarder notre objectif et de pouvoir l'opérationnaliser, que ça soit, devienne une réalité. Donc, c'est le contexte dans lequel j'étais impliquée. Nous avons eu certains principes à respecter qui furent établis par le CCNI. Nous avons eu certaines stratégies afin de nous assurer que nous respections tous les principes. Le premier étant de s'assurer que nous étions en contact avec les leaders communautaires. Nous avons eu certaines discussions. Ils étaient d'accord à recevoir le vaccin dans les communautés. Donc, ce fut très important d'avoir cette discussion à l'avance. Tous nos vaccinateurs ont dû être doublement vaccinés. Donc, il y avait vraiment ça qui fut fait au début pour s'assurer que tout le monde, les membres de notre équipe, étaient vaccinés et les 2 doses avant d'aller dans les communautés. Et nous avons ajouté des éléments additionnels, s'assurer que tout le monde avait eu son test COVID avant d'aller dans les communautés. Et on l'a fait à notre siège social. On l'a fait ça à l'avance. Tout le monde était prêt. Nous voulions nous assurer que ça soit le plus sécuritaire possible. Tout le monde a dû faire une formation de sécurisation culturelle. Plus que plusieurs membres de notre équipe étaient habitués à travailler dans les communautés du Nord, il y a tellement de différentes organisations qui étaient là pour nous aider. Ce n'est pas tout le monde qui était familier. Donc, on s'assure que tout le monde avait une formation sur la sensibilité culturelle. Également, nous avons établi des sièges sociaux à Thunder Bay et Timmins et j'essaierai de vous parler de tous ces détails parce que je pourrais certainement passer l'émission à parler d'immunité, mais j'essaierai de garder ça court. Donc, l'aspect logistique, de pouvoir préparer Opération Immunité. Il y avait tellement de gens qui étaient intéressés à participer, à contribuer, mais nous devions nous assurer que tout le monde avait les bonnes accréditations cliniques, qu'il y avait un bon système pour faire le suivi de tout le monde. Et aussi, nous avons ajouté certains éléments de formation, spécifiquement de travailler, de voyager dans des petits avions, de pouvoir être conscient de la température. Je pense que notre première semaine, il faisait -42 Celsius. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas habituées d'être exposées à ce genre de température, conditions météorologiques. Donc, les gens devaient être disponibles pendant une semaine à la fois, donc du samedi à l'autre samedi. Donc, ils voyageaient le samedi. La formation de sensibilité culturelle devait être faite à l'avance. Voyageaient le samedi. Le dimanche, c'était une journée complète de formation, l'équipement, les vaccins, l'approvisionnement, toute autre chose qui devait
être gérés à l'avance. Ensuite, déployés dans la communauté du lundi au vendredi et retourner à la maison le samedi. C'était une longue semaine. On a essayé d'avoir 12 heures par jour, mais dans plusieurs cas, c'était des journées de 14 à 16 heures. Et en lien avec ça, on avait tous ces avions qui voyageaient nos équipes. Voulait s'assurer d'avoir des avions Medivac disponibles s'il se passait quelque chose. Nous ne voulons pas non plus, on suivait, ce qui se passait. S'il y avait un événement, il y avait des gens qui allaient, par exemple, heu, au poste de soins. Donc nous voulions avoir tous ces plans d'urgence en place, de reconnaître que nous allons dans des endroits isolés et éloignés. Certaines des stratégies que nous utilisons afin de pouvoir réussir, nous avons utilisé un système de gestion qui est vraiment un cadre de meilleures pratiques de gestion d'urgence. On avait des plans, on a développé un plan à chaque semaine. Même si le plan était très similaire à la semaine précédente, on en développait un à chaque semaine. Tout le monde a participé dans cette cycle de planification et notre équipe était composée de plusieurs gens d'expérience, équipe multidisciplinaire. Et une des choses qu'on a fait à l'avance, on faisait aussi, des sessions de rassemblement d'informations. On avait un agent de liaison et son rôle était de pouvoir contacter les communautés à l'avance, contacter le conseil tribal, le chef, l'autorité de santé, donc, peu importe qui était le coordonnateur pour, le déploiement de la vaccination, d'avoir une discussion à l'avance et souvent, nous avons envoyé un membre de notre équipe à l'avance pour essayer de voir, où serait l'endroit pour la clinique de vaccination et de s'assurer que nous faisions tout le plus sécuritairement possible, maintenir la distanciation sociale, rappeler à tout le monde que de porter un masque, c'était essentiel, s'assurer que nous pouvons maintenir la prévention et le contrôle des infections également et que nous avions les établissements pour pouvoir, recevoir tout le monde qui veulent avoir le vaccin. Et certaines des autres stratégies aussi, je ne sais pas si Dr. Chu a participé là-dedans, mais nous avions une radio sur place, on avait des entrevues dans la communauté et je crois que Dr. Chu a participé dans une des entrevues à la radio. Nous voulions nous assurer que nous étions ouverts, transparents, les gens pouvaient venir et s'ils ne voulaient pas obtenir le vaccin cette journée-là, ils pouvaient seulement venir et parler à quelqu'un, de pouvoir discuter du sujet, avoir une conversation et tous les membres de notre équipe étaient très ouverts à ce sujet. Je crois donc que c'est très, très encourageant pour plusieurs des communautés. Et nous avions aussi, les gardes-chasse canadiens qui étaient impliqués. Certains des aspects logistiques, vous allez dans une communauté, il fait froid, les gens n'ont pas de véhicule, ils doivent se rendre à une clinique de vaccination. C'est là où ils sont venus vraiment nous aider. Ils ont aidé les gardes forestiers, permettre les gens à pouvoir avoir accès à la clinique de vaccination. Et je crois, si je peux vous parler des défis et des succès, est-ce que j'ai encore assez de temps? Donc, je vous dirais qu'un de nos plus grands défis, c'était le transport des vaccins et l'entreposage des vaccins. Donc, nous offrons le vaccin Moderna et les exigences ont changé depuis le début d'Opération Immunité. Donc, il y a tellement de choses que nous apprenons lorsque nous avançons, que nous en apprenons plus sur les vaccins, mais il y avait des limites spécifiques. Donc, Moderna, ça peut seulement être transporté congelé. Nous avions aussi 2 congélateurs, un à -80 pour, heu, un autre à -20 pour garder les vaccins. Donc un pour les conserver, un pour la garder pour qu'ils soient prêts. Donc la température, on la vérifie à chaque heure et ensuite vous une fois que c'est décongelé, ça prend 1 heure à décongeler. Une fois que c'est décongelé, on peut plus le transporter. C'est décongelé, ça doit être administré où on est, sur place. Donc s'assurer que nous, respectons les échéanciers de temps. Donc, il y avait des problématiques avec le transport du vaccin, s'assurer que nous avons assez, d'espace de congélation pour les gens qui veulent recevoir, de pouvoir faire la coordination pour les gens qui veulent venir la journée suivante et bien sûr, nous devons réfléchir, à la température. Il y a eu certaines journées, on n'a pas pu se rendre dans certaines communautés et nous devions garder ça en tête. Donc, je vous dirais que l'entreposage et vaccins, l'aspect logistique, c'est un des facteurs ce sont les 2 facteurs les plus compliqués.
en lien avec la vaccination. Il y a aussi des aspects uniques. On doit pouvoir aider les gens dans les communautés qui sont pris à la maison, qui ne peuvent pas venir à la clinique. On a trouvé des façons de le faire. Nous avions des membres de notre équipe qui étaient très flexibles, qui s'adaptaient bien. On a utilisé aussi des personnels paramédicaux de l'équipe Orange, puisque ils sont dans le nord des communautés, très souvent, notre équipe de paramédicale. Ils connaissent bien les avions, les températures, aussi le climat, sont à l'aise avec l'équipement médical, de communication, etc. Donc, il y avait tellement d'aspects pour s'assurer que nous pouvions communiquer constamment avec notre équipe. Certains de ces défis, on a pu les atténuer à l'avance en s'assurant que nous avions l'équipe de personnel paramédical et notre équipe multidisciplinaire. On avait des médecins comme Dr. Chouch, qui aussi était avec des étudiants en médecine. On avait aussi du personnel paramédical, infirmiers, infirmières de la DGSPNI, des agences contractuelles. Il y avait tellement d'agences différentes qui sont venues nous aider. C'est absolument phénoménal. Et j'imagine que je terminerai en disant que notre réussite, je pense qu'on a administré 25 000 doses dans les 31 communautés du nord de l'Ontario. Ce fut fabuleux de pouvoir offrir aux gens l'opportunité d'aller dans ces communautés, les gens qui n'ont pas eu ces opportunités par le passé, et de pouvoir expérimenter l'ouverture, la chaleur des gens et que les gens comprennent ce que ça veut dire que l'équité de santé dans ces communautés et à quel point ceci peut être compliqué. Vous savez, on a énormément de gratitude de la part des communautés d'être venus, d'avoir offert ces vaccins, mais les remerciements, la gratitude étaient vraiment des 2 côtés. On a des membres de notre équipe qui ont utilisé des mots comme: «Ah, ça a changé ma vie». Donc c'était vraiment, un fait saillant de leur carrière dans ces communautés, de contribuer de manière positive et de pouvoir les aider à se protéger. Donc, et les gens de notre équipe étaient très réactifs. Il se passait quelque chose, on arrivait, on répondait à la situation. Donc, ça a été une opportunité de pouvoir interagir avec les communautés de façon différente, positive. Nous avons pu développer des liens très forts et nous sommes vraiment reconnaissants et privilégiés d'avoir pu être dans ces communautés, d'avoir participé dans quelque chose d'aussi monumental. Monumental est vraiment exact. Merci beaucoup d'avoir partagé cette, ce processus. Il y a beaucoup de gens qui savent que c'est difficile d'obtenir des ressources, de la nourriture et le coût pour que les choses se rendent au nord. Donc, de pouvoir aussi s'assurer que le nord est une priorité, c'est merveilleux et c'est spectaculaire. Et je remercie tout le personnel paramédical. Et parlant de remerciements, donc prenons une seconde pour pouvoir entendre une annonce de service public de l'Association des gestionnaires de santé Premières Nations et de ses partenaires. Célébrons et remercions tout le monde qui garde nos nations en sécurité. Donc, de retour vers le studio, nous sommes prêts pour cette vidéo maintenant. To all the dedicated healthcare workers and providers on our community front lines, we thank you and owe you a debt of gratitude. We stand united as Indigenous health organizations. We support you all in your efforts. For credible information sources on COVID-19, please visit the Public Health Agency of Canada and Indigenous Services Canada websites. The partner organizations mentioned here are also trusted sources to support you. Thank you and stay safe. Amour et gratitude. J'espère que vous êtes entourés d'amour, de chaleur et de remerciements que nous vous envoyons. Et j'espère que le panel se sent aimé, ressent sa gratitude de la part de la GSPN. Nous vous remercions également, Léaïla, Suzanne et Marcie. Merci vraiment du plus profond de notre cœur. Et parlant de remerciements, je veux saluer Pascal Bélanger, qui est notre interprète. Ainsi, notre population francophone peut également obtenir ces messages
Il s'agit vraiment un privilège de pouvoir diffuser dans différentes langues, de pouvoir parler à un public encore plus large. Et parlant de public, vous vous souvenez, la semaine passée, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est le temps de pouvoir saluer Leland, RC, Stella, Donna, Cathy, John et également, je vois Amber, Jen et Darlene. Je vous vois également. Donc, merci d'avoir choisi la séance de discussion verte virtuelle de la GSPN sur la COVID-19 en tant que source fiable d'informations sur la COVID-19. Je suis ravie maintenant de pouvoir regarder dans la boîte de réception courriel et maintenant, je veux que vous soyez prêts. Prête, mesdames, plutôt, je mentionnais votre nom. S'il y a des questions pour vous dans la boîte de réception courriel. Marcy, puisque vous avez terminé notre dialogue, nous allons aller prendre une question pour vous. Et laissez-moi un petit instant, mesdames et messieurs, j'utilise une nouvelle plateforme technologique. Je vais simplement sortir cette question pour Orange. Donc, Marcy. J'ai une question. Vous avez parlé des défis auxquels fait face votre équipe pour les opérations d'immunité au nord du pays. Est-ce qu'il y a des suggestions ou des changements que vous feriez pour pouvoir avoir accès aux communautés éloignées pour le futur? Je pense qu'on essaie de trouver ici des leçons que vous avez pu apprendre de votre expérience. Et une autre question, Marcy, quel était le partenaire, le collaborateur plus important dans votre démarche? Vous avez parlé de Dr. Chu, de NAN, le conseil tribal. Est-ce qu'il y a eu d'autres organisations autochtones? Est-ce que vous savez ce qu'il y a quelque chose tel qui a été fait dans le passé? Donc, quels sont vos faits saillants? Et j'adore l'amour et la gratitude que vous avez. Donc, vers vous, Marcy. Oui, c'est plusieurs questions. Je vais essayer d'y répondre. Donc, il y a eu plusieurs agences impliquées dans la discussion initiale pour le déploiement de la vaccination. C'était le groupe de distribution de la vaccination dans les communautés autochtones du Nord et communautés éloignées, donc différents partenaires fédéraux, SAC, tous les conseils tribaux, en fait plusieurs conseils tribaux. Et je ne sais pas si je peux me rappeler du nom de toutes les organisations impliquées. À mon niveau, au niveau opérationnel, c'est là où nous avons mobilisé les cliniciens, les employés au niveau opérationnel. Dr. Chouch est venue à deux fois plutôt. Elle est venue à l'Université de Toronto avec les étudiants en médecine. On a plusieurs écoles de médecine aussi qui se sont impliquées avec nous. UFT, Queen, l'École de médecine du Nord de l'Ontario. Nous avons également la DGSPNI, SAC, aussi les services d'urgence locaux de Kenora, le personnel paramédical, North Superior EMS et également à Moosonee et la zone Chickasaw, aussi les services de la baie James, Waha qui nous ont soutenus. Dans cette région, nous avons aussi un grand nombre d'infirmières, Caroline, qui ont participé. Donc, la liste continue. Je me suis vraiment préoccupée que je vais oublier quelqu'un dans la liste, mais il n'y avait vraiment pas de pénurie de gens, d'organisations qui étaient intéressés à participer, à nous soutenir. Je m'excuse, vous pouvez me dire encore quelle était la question suivante? Donc, je viens enthousiaste et j'oublie les questions. Est-ce que vous le referiez à nouveau? Oui, absolument. Ce fut une opportunité remarquable de pouvoir être impliqué dans quelque chose d'aussi préactif, de pouvoir prévenir, mais aussi c'est quelque chose qui aurait pu être catastrophique dans ces communautés. Nous travaillons vers une meilleure équité de santé. Ça aurait pu être catastrophique dans ces communautés. Donc, ça nous donne vraiment l'opportunité de pouvoir atténuer cette catastrophe à l'avance et de le faire positivement. Et avec tous les gens qui ont l'opportunité de pouvoir discuter et apprendre ensemble. Nous avons aussi vécu d'autres défis, certaines choses qui ont peut-être l'air de petites choses, mais pour un personnel paramédical, parfois c'est des choses normales. On est habitué de travailler dans des environnements à l'extérieur des hôpitaux. Notre bureau devient peu importe où on est.
présentement. On a eu dans certains cas, il n'y avait plus d'électricité dans les cliniques de vaccination. Donc, on a mis une petite, lumière comme on a pu, d'urgence et on a continué. Ça ne nous a pas, empêchés de continuer le déploiement de la vaccination. On a une équipe multidisciplinaire qui s'adapte bien, qui est flexible, qui résout les problèmes, lorsqu'ils arrivent. Et encore une fois, les opérations n'ont pas cessé, on a continué d'avancer. Et je crois que le transport, l'entreposage, j'en parle encore et c'était vraiment un facteur limitant. Et ça a mis beaucoup au défi notre habilité de pouvoir faire de la vaccination de masse. On devrait respecter une chronologie très spécifique. Donc, lorsqu'on sort le vaccin du congélateur, il dure seulement pendant 12 heures. Il y avait beaucoup de limites. On apprend un peu plus du vaccin, à propos du vaccin, les limites, la stabilité, etc. Et je pense que la planification, on a été assez chanceux. Notre PDG, Dr. Omartian, est très passionné au niveau de l'équité, de santé, de pouvoir être inclusif dans les communautés du Nord. Et il était vraiment ferme là-dessus sur le fait que nous devons avoir un approvisionnement stable de vaccination pour pouvoir répondre à la demande. La demande, c'était de vacciner toute personne qui veut obtenir le vaccin de cette date-là à cette date-là et avec un intervalle de 28 jours. Et la seule façon d'avoir pu le faire, c'est avec un approvisionnement stable de vaccination et ce fut un des défis que nous voyons un peu partout maintenant. Je pense que lorsque nous travaillons dans ces environnements, nous avons vraiment, un échéancier défini, aussi d'avoir les outils pour faire le travail, c'est critique et aussi d'avoir les vaccins, c'est critique. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Absolument. Merci beaucoup, Marcy. Et Dr. Schuch, revenez vers nous. J'ai une question pour vous également. Vous savez quoi? En tant que médecin autochtone, de pouvoir être inclus dans la mission Opération Immunité éloignée. Donc, est-ce que vous vous sentiez accueilli dans les nations? Est-ce que les gens ont fait la file d'attente pour obtenir les vaccins? Donc, parlez-nous un peu de votre expérience en tant que médecin autochtone dans ce projet. Et je pense que c'est une des meilleures expériences à avoir, pardon, lorsque si vous travaillez dans une communauté. J'ai plusieurs de mes patients qui vont me dire, oh, c'est vraiment extraordinaire d'avoir un médecin autochtone, d'avoir quelqu'un de ma communauté qui me connaît, qui comprend notre historique. Et c'est la même chose pour moi également. C'est comme de revenir à la maison, d'être en paix avec, les membres de votre famille au nord. Ce fut vraiment une des meilleures expériences pour moi et du côté de ma mère, suis une, survivante du traumatisme des pensionnats indiens, une survivante intergénérationnelle. Donc d'obtenir leurs soins d'hôpital autochtone, des expériences aussi. Ces gens-là qui sont dans les hôpitaux non autochtones vivent la même exclusion, se sentent vraiment marginalisés et on comprend l'impact que ça a sur les gens, de ne pas faire confiance, en les soins de santé, de voir les gens qui viennent dans les communautés n'ont pas confiance envers les, heu, les gens qui, leur donnent les soins de santé ont peur d'avoir encore plus de traumatismes qui leur sont causés. Donc, je ferai vraiment absolument tout en mon pouvoir pour s'assurer que quelqu'un se sente à l'aise avec moi, que l'expérience qu'ils ont avec moi, ça soit positif, qu'il n'y a rien de traumatisant ou qui est un élément déclencheur pour eux. Donc, et même aussi de comprendre la problématique de l'hésitation envers les vaccins, c'est comme ça que les gens l'appellent, c'est vraiment une réflexion, ou plutôt ça démontre l'interaction que vous avez eue avec les soins de santé, puisque si ça a été développé pour vous, par vous, ça a une grosse différence. Donc, de pouvoir ressentir que je peux amener un certain niveau de confiance dans les communautés, ce fut incroyable. Aussi de sentir que je pouvais vraiment m'identifier à quelqu'un qui est un survivant du traumatisme intergénérationnel des pensionnats indiens. Il y a des expériences absolument affreuses qui ont eu lieu dans le passé. Donc, ce fut une des choses les plus incroyables pour moi et je savais que c'était une priorité pour Orange. Chaque équipe dans les communautés
avaient vraiment des intervenants autochtones dans leur équipe, que ce soit infirmiers, infirmières, personnes responsables des logistiques, de la logistique. Il y avait aussi des gens de la communauté qui étaient impliqués. On a vu des gens dans la file d'attente et ce fut vraiment belle. Ça nous montrait le travail, le beau travail qui avait été fait par les équipes dans les communautés et l'hésitation envers les vaccins, c'était présent. Mais c'est la peur de l'inconnu qu'on peut voir un peu partout, la peur d'être le premier. Et ce n'était pas habituel pour les communautés, ce n'est pas normal pour les communautés. Mais les gens sur le terrain, dans les communautés, les travailleurs santé, les leaders communautaires, les aînés, les conseils de bande, les chefs, ils étaient incroyables. Et ils ont vraiment mis tout leur cœur pour préparer leur communauté. Et les communautés, lorsque nous arrivions, ils étaient préparés. C'était vraiment amusant. C'était comme aller à un pow-wow, être à la radio noire aussi. Donc, de faire des Instagram en direct, des Facebook en direct, simplement pour dire, ah, il y a un rendez-vous disponible, vous pouvez vous présenter. Donc, c'était comme un événement familial. Et je crois que c'est quelque chose que nous essayons de faire ici dans nos événements de vaccination, c'est de pouvoir avoir un espace familier, de visage familier où vous vous sentez en sécurité, un espace où vous vous sentez bien, c'est chaleureux et que vous vous sentez bien de recevoir votre vaccin en allant à cet endroit-là. Merci beaucoup, Dr. Chouch. Parlant de vaccins, il y a des questions dans la boîte de réception courriel. Léaïla, c'est à vous de revenir vers nous. Donc, nous avons eu beaucoup de discussions cette semaine spécifiquement en lien avec la vaccination et je ne m'embarquerai pas dans un débat en lien avec ce qui se passe dans les médias présentement. Mais voici une première question de la part des personnes qui nous regardent et ce qu'ils disent, c'est que je suis une femme de 45 ans. J'ai reçu ma première dose du vaccin AstraZeneca il y a 6 semaines. Est-ce que je peux quand même tomber malade et me ramasser aux soins intensifs? Et on entend parler d'infections. Il y a certaines personnes qui ont des infections après avoir obtenu leur première dose du vaccin. Donc, quel vaccin devrais-je obtenir pour ma deuxième dose et quand? Est-ce que c'est une bonne idée de changer de vaccin pour la deuxième dose? Si c'est même une option. Et je sais que nous disons, allez, chercher le vaccin, c'est offert pour vous, puisque nous avons besoin que tout le monde soit vacciné présentement. Donc, je vais demander à Laila de nous offrir ses commentaires et Dr. Chouch aussi. Sentez-vous bien à l'aise de répondre à cette question également. Absolument. Et vous savez, félicitations aux individus qui ont obtenu leur première dose. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et d'encourageant. Et c'est pour ça qu'il y a 2 doses. L'efficacité du vaccin après la première dose, c'est vraiment comme une injection de rappel. C'est encore mieux. Mais vous obtenez quand même une bonne protection de la première dose. Mais vous savez, c'est pour ça que je l'ai mentionné précédemment, l'importance de continuer à respecter les mesures de santé publique après avoir obtenu votre vaccin. Et vous savez, puisqu'il y a la possibilité, certaines possibilités en tout cas, d'être infecté. Donc, la possibilité de tomber sérieusement malade, c'est très réduit parce que vous êtes brillant et vous êtes allé chercher votre vaccin et pour une deuxième dose, ça sera encore plus fort. Les hospitalisations et maladies sévères, donc les chances de maladies sévères sont réduite de façon importante à cause de la première dose. Et pour la deuxième dose, l'intervalle dépend vraiment d'où vous vivez. Donc, je vous demanderais d'aller poser la question dans la province ou l'endroit où vous habitez. Normalement, la deuxième dose, ça devrait être la même dose ou le même vaccin que ce que vous avez reçu pour la première dose. Si vous avez reçu AstraZeneca, votre deuxième dose serait AstraZeneca. Si c'était un des vaccins ARNM, Pfizer, Moderna, etc. Donc, présentement, je sais qu'il y a des essais cliniques et ils observent l'efficacité de combiner 2 vaccins. Je ne sais pas, vous pouvez me corriger, mais je ne suis pas familière avec cette possibilité. Donc, j'irai consulter les gens où vous allez obtenir vos vaccins et vous informer par rapport à l'intervalle et ce qu'ils vous conseillent de recevoir pour votre deuxième dose. Et félicitations d'avoir été chercher votre vaccin. Je suis encore sur une liste d'attente. Oh!
Liaila, je suis tellement heureuse que vous êtes sur une liste d'attente. Nous devons vraiment mener par l'exemple. Donc, merci de vous être mis sur une liste d'attente. J'ai eu le privilège de pouvoir prendre une décision éclairée. Ça fait partie du dialogue ici, de pouvoir vous donner l'information. Ainsi, vous pourrez faire le choix, prendre cette décision. Je suis tellement heureuse d'avoir été vaccinée. J'ai obtenu ma première dose et ma deuxième dose sera le 4 juin au centre Wabano. Et encore une fois, hashtag soyez bons, allez vous faire vacciner de la part du centre Wabano sur le territoire non cédé algonquin. Dr. Chouch, est-ce qu'il y avait un commentaire final que vous aimeriez partager avec les gens qui nous regardent et nous écoutent avant que nous concluons notre session? Vous avez environ une minute. Non, je vous dirais simplement, assurez-vous de parler avec les gens avec lesquels vous vous sentez à l'aise, en qui vous avez confiance. Il y a tellement d'informations mélangeantes, d'histoires, de peurs et de mythes en lien avec la vaccination et beaucoup de peur. Et c'est correct d'avoir peur. Mais si vous choisissez de ne pas vous faire vacciner, assurez-vous que vous continuez de vous laver les mains, respectez la distanciation sociale, portez votre masque et respectez les gens autour de vous. Et rappelez-vous que chaque personne qui est vaccinée ne le font pas seulement pour eux-mêmes, le font pour leur communauté également. Toute personne qui est en contact avec vous, avec qui nous entrons en contact. Donc, il y a un lien de ça, de contact. Donc, nous sommes tellement reconnaissants pour les gens qui vont chercher leur vaccin. Merci. Et n'ayez pas peur. Parlez avec les fournisseurs de soins de santé. Si vous avez des préoccupations, si vous êtes à Toronto, vous pouvez aller à la clinique de vaccination. Et pour la santé à Anishinaabe, ils ont leur clinique de vaccination également. Nous serons très heureux de vous y voir. Merci beaucoup pour ce rappel. Je sais que Toronto est un endroit chaud. On voit des patients qui sont amenés dans d'autres régions de la province. Donc, faisons tous notre part pour s'assurer que tout le monde reste en sécurité durant une période si inhabituelle. Donc, j'ai certains remerciements à faire avant la fin de cette heure et croyez-vous à quel point ça passe rapidement? Donc, je suis complètement surprise à quel point ça passe vite. Juste un petit rappel, je sais qu'il y a des questions que nous n'avons pas pu répondre. Vous pouvez continuer à envoyer une question pour la semaine prochaine si vous le désirez. C'est à fnhma à commercial ihtody.ca. Et ceci étant dit, je veux dire un grand merci et aux gens qui nous diffusent en direct sur Facebook. C'est Mi'kmaq Maliset Native News à la Nouvelle-Écosse, Wolf 95.7, Nation News, FNHMA, donc AGSPN, ELMNT, FM Toronto, Ottawa. Ce fut un plaisir de parler avec vous hier. Anishinaabeg Nation également nous diffuse Wawate News, à Sioux Lookout, LMNT FM, NCI FM Winnipeg, APTN News, merci de vous joindre à nous et de nous partager sur votre canal NBC Radios, Eagle Feather News également. Nous vous remercions. Également, nous avons Alberta Native News, CJWE, CFWE, CKLB, Coop Radio, First Nation News, CFNR à Terrence, Colombie-Britannique. Nous vous remercions énormément et jusqu'à la semaine prochaine, restez en sécurité. Hi, hi.